19h45 à Abidjan, 2 heures de plus à Paris en France. Merci de suivre l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV. 3 sujets marquent l'actualité de ce mercredi 16 avril. Tout d'abord, la convocation de Damana Adja Pikas, vice-président du Parti des peuples africains PPACI, à la préfecture de police. Ensuite, la candidature qui semble désormais irréversible de Jean-Luc Billon pour la présidentielle. Enfin, le caractère dangereux des panels politiques sur TikTok qui deviennent des foires aux menaces de vengeance ethniciste. Soro Djabiga, Jean-Richard Nguessan. Dans quelques instants, on démarre juste après le jingle. Alors, quels sont les motifs pour lesquels Bamba Yakuba, ex-membre de la commission électorale indépendante en 2010, a porté plainte contre Damana Adja Pikas, à l'époque son collègue au sein de l'instance électorale, et qui l'a conduit aujourd'hui à la préfecture de police pour répondre des faits qui lui sont reprochés suite à son passage sur la télévision Live TV lors d'une émission très bien suivie. On va suivre cet extrait dans lesquels Damana Pikas tient certains propos qui ont irrité de l'autre côté, notamment Bamba Yakuba, et on revient pour les commentaires sur le plateau. Les résultats de la diaspora, c'est-à-dire les élections qui ont lieu en dehors de la Côte d'Ivoire, lorsque ces résultats sont arrivés, tels qu'ils sont arrivés, c'est de cette manière qu'il les a proclamés, sans même avoir pris la peine que ces résultats passent par la trame de la consolidation. Il les a proclamés et il a pris sur lui-même la responsabilité d'invalider certains scrutins, dont celui de la France. Parce que simplement, il y a eu, je dirais, des troubles dans un bureau de vote. Il a pris sur lui la responsabilité d'invalider tout le scrutin en France. Et quand on analyse ces résultats, les résultats en France donnaient le président Laurent Gbagbo largement vainqueur. Ce fut le premier acte qu'il a posé. On l'a interpellé là-dessus, il s'est excusé et il a promis de ne plus répéter, de ne plus recommencer. Nous avons travaillé au niveau de la commission centrale jusqu'à ce qu'on arrive à une situation de blocage. Et malheureusement, on était en train de chercher les voies et moyens de faire avancer le processus quand, contre toute attente, à l'insu de tous les membres de la commission centrale, nous apprenons que M. Bamba Yakuba s'apprête à proclamer des résultats. Très bien. Je le dis, et nous sommes partis, ce que vous avez vu sur le plateau, la vidéo. Ouais, sur la vidéo, le M. Topa Veyi, celui qui parle, voilà, il est membre de la commission centrale. Et moi-même, nous avons été mandatés pour la circonstance par l'ensemble de la commission centrale à l'effet d'aller demander à M. Bamba Yakuba de venir rejoindre les camarades à la commission centrale pour que nous puissions vérifier, voilà, le travail qu'il a fait et qu'il s'apprêtait à proclamer. Malheureusement, il n'a pas voulu entendre raison. Et il est venu directement, selon ce que vous dites, proclamer. Voilà. Et quand on est venu l'interpeller, parce qu'au départ, on lui a dit que ces résultats n'étaient pas consolidés. En voyant ses collègues, il aurait pu se rendre compte qu'il y a un problème. Et puis quand même, savoir que ce sont ses collègues qui sont là, et qu'il était bien qu'on aille pour une vérification, c'est tout ce qu'on lui demandait. Malheureusement, il n'a pas voulu nous suivre. Ok, très bien. Alors, Soro Djabiga, on a donc entendu Damana Pikas, vice-président du PPACI, qui ici rappelle des faits qui ont eu lieu en 2010. À l'époque, on s'en souvient de la très contestée élection présidentielle qui a débouché sur un conflit post-électoral. Les images, on les a tous vues. Lorsque ce dernier arrachait les fiches de proclamation des résultats justement au nommé Bamba Yakuba, qui a porté plainte contre lui, à laquelle il allait répondre donc aujourd'hui à la préfecture de police d'Abidjan. Alors, quel commentaire faites-vous de ce rebondissement? D'abord, j'aimerais rappeler que la convocation de M. Damana Pikas, vice-président du Parti des peuples africains, ce 16 avril 2025, a suscité de nombreuses spéculations, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que dans un premier temps, les raisons de cette convocation n'avaient pas été évoquées. Mais plus tard, dans la soirée, il a été évoqué que cette convocation fait suite à une plainte déposée par Bamba Yakuba.
l'ancien porte-parole de la CEI pendant la période électorale de 2010. Voilà. Cette plainte fait écho des déclarations d'Amana Pikas le 3 avril 2025 sur le plateau du Grand Talk. Et il est revenu, pendant son intervention, il est revenu sur des périodes des plus sombres que de la crise post-électorale, notamment l'épisode où il a déchiré le papier, où il y a eu d'autres événements qui ont fait le tour malheureusement du monde, qui n'était pas une belle image pour la Côte d'Ivoire. Il a reproché à Bamba Yacouba, d'après ce qu'il a dit pendant l'émission, il a reproché à Bamba Yacouba d'avoir publié des résultats partiels sans accepter de les soumettre à la consolidation conformément aux procédures internes de la CEI. Mais ce qui est déplorable, c'est que nous sommes dans une période électorale. Et cette procédure-là, cette plainte-là, ouvre une procédure judiciaire, donne une suite judiciaire à un problème qui date de 15 ans. Et ça risque encore de fragiliser le tissu social et politique que nous vivons parce que pour l'opinion ou pour certains membres de l'opposition, au-delà du cadre juridique que révèle cette plainte-là, il y a aussi une portée politique là-dedans. Parce qu'il y a déjà une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de la tête d'Amana Pikas. Déjà qu'il était le samedi dernier, le 12 avril, à Dabo pour le meeting de la fête de la Renaissance. Alors que, logiquement, après les condamnations du 12 février, ce n'était pas évident qu'il soit présent là-bas. Parce qu'il a été condamné à 10 ans de prison ferme, avec une annulation de ses droits civiques et politiques et une interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans son lieu de naissance. Mais vous savez, les articles de loi et la justice aussi sont vraiment élastiques. Il s'est dit qu'il a fait un appel à cette décision. Donc, ça suspend automatiquement et systématiquement cette décision-là. Voilà pourquoi il a été présent là-bas. Il a tenu aussi des propos. C'est ce qui a alimenté les spéculations au cours de cette journée, parce qu'il a tenu des propos où il a parlé d'une graine qui a germé au Mali, au Burkina, au Tchad et dans beaucoup de pays. Bon, cette graine-là, ça prête à équivoque. D'autres ont interprété ça comme un coup d'État. D'autres aussi ont interprété cela comme une volonté de revendication de la souveraineté. Voilà. Donc, je pense que cette plainte-là, cette plainte de Bamba Yacouba tombe mal. Et ça peut fragiliser le tissu social. Donc, justement, Jean Charenguesson, est-ce que c'était opportun? Être dans la diffamation, puisque l'individu, Bamba Yacouba, estime qu'il y a de la diffamation. Vous savez, au-delà de ça, il faut dire que Damana Pikas, quoi qu'on dise, est un homme controversé. Lorsqu'on regarde son parcours, ses attitudes ou encore sa posture, c'est quelqu'un qui est toujours dans la controverse. Vous savez que c'est un homme qui a été leader au niveau de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire de 95, notamment à 98. C'était sous le règne de Guillaume Soro. Et à cette époque-là, on sait plus ou moins tous les agissements. Le secrétaire général était dans le bureau exécutif. L'un des dirigeants. Deuxième secrétaire général adjoint du bureau exécutif de la FECI à l'époque, sous le règne de Guillaume Soro. Et à cette époque-là, on sait plus ou moins tous les agissements de la FECI. Brimade, torture, séquestration, violation des libertés académiques. Par la suite, c'est un homme qui rejoint le Front populaire ivoirien, d'abord la jeunesse du Front populaire ivoirien, et ensuite le FPI. Il s'est rendu tristement célèbre. Vous avez rappelé l'épisode assez sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire, avec ce document qu'il arrache à Bamba Yacouba devant toutes les télévisions du monde entier. C'est quelque chose qui reste comme une tache noire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il part en exil. Cette était opportune quand on sait justement que l'on approche de la période électorale. Nous y sommes même quasiment. Est-ce parce qu'on approche d'une période électorale, je vais laisser M. Hadji apporter de fausses informations ou des accusations contre ma personne? Là, je pense que quand on suit l'extrait qu'on vient de suivre, là, on constate que c'est la journaliste qui lui pose une question relative à un incident qui a prêté à scandale au niveau de toute l'opinion. Alors, Yacouba ne se reconnaît pas dans ses faits. Et il estime qu'il y a de la diffamation. Est-ce qu'il était opportun, moi j'aurais reposé la question autrement, est-ce qu'il était opportun de revenir sur cet épisode de notre histoire à quelques mois des élections, des élections présidentielles? Et on sait plus ou moins que l'individu a été condamné le 12 février dernier, vous l'avez évoqué. Il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs problème avec Damana Pikas, notamment avec la justice, avec certaines personnes. Je pense que ce n'était pas opportun et ça
ça fragilise, je pense, le tissu social. On aurait pu, je pense, passer à autre chose. Alors, justement, dans l'après-midi, peu après qu'il ait répondu à la convocation, il est reparti libre chez lui. On n'a pas la vidéo de son départ de la préfecture de police, mais on a quand même celle dans laquelle les membres de la direction du PPACI, parti politique de laquelle il est membre, dont il est le vice-président, se prononçaient pour rassurer les militants et leur demander de garder leur calme et pour aussi expliquer le contexte dans lequel cette plainte est intervenue. On regarde. Ces enquêtes-là, ceux qui ont convoqué, c'est son adjoint qui a signé la convocation du nom du commissaire Koulibaly Yao. Et donc, on est rentré dans le bureau du chef de service des enquêtes et il nous a donné le motif de la convocation de notre camarade Picasse. Le motif est que Monsieur Bamba Yacouba, qui était porte-parole de la CEI en 2010 et qui avait commencé à proclamer des résultats non consolidés, fait auxquels le camarade Damana Picasse s'est opposé et qui a donné lieu à la scène filmée qui a fait le tour du monde, dit qu'il est victime de diffamation de la part de notre camarade Damana Picasse. Au cours de l'émission Talk d'une télévision, il a passé sur un plateau de télé, il a donné la version de ce qui s'est passé en 2010. M. Bamba Yacouba estime qu'il est victime de diffamation. Il a donc porté plainte contre notre camarade Damana Adia Picasse chez le procureur. Et c'est le procureur qui a fait, par soi transmis, demander à la police d'entendre notre camarade Damana Picasse sur l'accusation qui est portée contre lui, sur la plainte qui est portée contre lui pour diffamation. Donc ils nous ont bien accueillis. Nous avons été reçus d'abord dans le bureau de l'adjoint, le commissaire Koulibaly Yao, qui a signé la convocation. Et puis ensuite, il nous a accompagnés dans le bureau de son chef de service même. Il nous a rassuré qu'il s'agit juste d'une plainte déposée par M. Bamba Yacouba. Et donc, Soro Djabiga, ces deux personnages dont l'image a largement circulé il y a de cela 15 ans en arrière, reviennent au devant de l'actualité, toujours dans un esprit de confrontation. Est-ce que cette plainte-là, imaginons un instant qu'elle puisse aboutir à une procédure judiciaire contre Damana Picasse, est-ce que cela ne peut pas porter, enflammer, envenimer le débat politique dans un contexte où l'on sait que les tensions tendent à monter, le PPACI se fait menaçant, on s'attend à ce que Laurent Gbagbo lance des mots d'ordre très bientôt, il n'est toujours pas sur la liste électorale, donc toujours pas éligible, et dans le même temps, l'un de ses lieutenants les plus fidèles, Damana Picasse, est acculé par la justice et de surcroît par un individu avec lequel il n'a pas du tout un passé très reluisant. Oui, ça pourrait avoir un impact vraiment négatif sur la situation politique et sociale que nous traversons en ce moment parce qu'elle intervient dans une période de forte mobilisation que connaît le PPACI. Après la mobilisation exceptionnelle, la prouesse que ce parti a réalisée lors de sa fête de la Renaissance, aujourd'hui cette plainte-là va venir, sonne comme un élément qui pourra intervenir pour les retarder, pour bloquer l'élan de leur mobilisation. Parce qu'il faut dire que Damana Picasse est d'abord l'un des lieutenants les plus fidèles de Laurent Gbagbo. Et c'est un élément central du PPACI. Donc, dans cette période-là où le PPACI s'attend à répondre favorablement à l'appel que Laurent Gbagbo va lancer, l'appel qu'on ne connaît pas encore et dont on ignore la portée, l'opinion et d'aucuns pensent que cette plainte-là intervient pour casser un peu la dynamique et essayer de contenir le PPACI afin de réduire l'impact des manifestations éventuelles qui pourraient sortir à l'issue de l'appel de Laurent Gbagbo. Donc pour ma part, je pense que cette plainte tombe à un moment vraiment critique et ça traumatise parce que ces deux visages ont fait le tour du monde 15 ans en arrière. Très négativement. Très négativement. Et ces deux visages encore opposés dans une période préélectorale sensible où l'on s'attend peut-être à ce que Laurent Gbagbo soit oui ou non intégré sur le fichier électoral et les impacts que cela pourrait engendrer. Je pense que la plainte n'était pas opportune. Moi, je pense, pour rebondir sur ce qu'il est en train de dire, que le PPACI ou certains cadres de ce parti gagneraient à regarder devant.
gagnerait à proposer quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire que de ressasser. Non, mais attention, Jean-Richard Nguessan, il faut quand même dire, sans vouloir prendre la défense du concerné, qu'il a répondu à une question que mais lui il a... aurait pu ne pas rentrer dans... Il est revenu de lui-même, il a répondu, Parce qu'il on a estime demandé que- de commenter l'acte qu'il a posé il y a de là 15 ans en arrière. Mais il estime que Bamba Yacouba n'a pas respecté, en proclamant les résultats, certaines procédures internes, notamment la consolidation. Qui dit vrai? Est-ce qu'à cette époque-là, Bamba Yacouba pouvait se permettre, en tant que porte-parole de la CEI, de venir annoncer devant toutes les chaînes internationales des résultats sans consolidation? Moi, je me pose des questions. Et puis après... Est-ce que vous ne craignez pas que cette montée des tensions-là, dont on n'a certainement pas besoin, à quelques 6 mois de la présidentielle, qui est déjà sujette à beaucoup de craintes de la part des Ivoiriens, dans leur globalité, est-ce que cela ne nous conduit pas irréversiblement vers un surchauffement, si je peux le dire ainsi, des tensions? C'est en cela que moi j'appelle à la conscience de tous. Et Damana Picasse, en tant que vice-président du PPACI, a aussi une responsabilité. Et en tant que responsable de ce parti, qui compte parmi les plus grands partis de la Côte d'Ivoire, il gagnerait à regarder devant, à faire des propositions, à avoir un discours qui apaise aussi au niveau du climat social, mais ne pas être toujours dans des procédures judiciaires. On le disait tantôt, il a été condamné le 12 février dernier à 10 ans de prison. À peine il est sorti de cette condamnation, il est encore sur la scène avec d'autres problèmes. Je pense que ça fait un peu de désordre. Lorsque le PPACI sort d'une telle mobilisation du côté de Dabou, ce qu'on a envie de voir, c'est que ce parti politique reste dans cette dynamique de mobilisation, dans cette dynamique de force de proposition. Lui-même à la préfecture de police, il a été convoqué. Il a été convoqué parce qu'il a répondu à une question qu'on lui a posée sur le plateau de l'AFTV. Il a répondu à une question. Il y a des diffamations, estime Bamba Yacouba. Non, c'est vous qui estimez qu'il y a des diffamations, vous et Bamba Yacouba. Sinon, c'est vous qui qualifiez son action de diffamation. Il a dit ce qui s'est passé. Moi, je rebondis par rapport à la plainte. Il a dit ce qui s'est passé dans cette période. Est-ce que la convocation adressée justement à Damana Picasse, après une plainte justement déposée contre lui par Bamba Yacouba, est un signal fort adressé au PPACI, qui s'apprête, on le disait à l'instant, avant que Jean-Richard ne prenne la parole, à lancer des mots d'ordre dans quelques semaines, d'après Laurent Gbagbo, pour certainement contester son absence de la liste électorale. Certains militants du PPACI le pensent, d'autres estiment que cette procédure-là peut amener quand même Damana Picasse, qui a été l'un des fers de lance de cet appel, ou qui est certainement l'un des messieurs mobilisation dans le camp Gbagbo, à se refroidir quelque peu. Qu'est-ce qu'en pense le confrère Sylvain Debailly? On va écouter sa réponse sur la question. La justice ne doit pas donner non plus l'image d'un appareil qui s'acharne contre une personne parce qu'elle s'appelle Damana Picasse, contre un parti politique qu'on voudrait criminaliser, voué aux hégémonies et qui s'appelle le PPACI de Laurent Gbagbo. L'opinion ne devrait pas retenir cette image-là. Je pense que le concerné Damana Picasse doit garder sa sérénité et croire en l'impartialité de la justice. Nous apprenons que c'est sur plainte de l'ancien porte-parole de la CEI, Bamba Yacouba, qu'il est une nouvelle fois traîné devant les tribunaux, des faits de diffamation. Et on sait tout ce que Damana Picasse est passé à une émission chez un confrère, mais j'espère que la procédure va suivre son cours normal et que la question centrale, la question de la diffamation, qui est au centre de cette audition, va se faire dans le respect des droits des partis. Je ne voudrais pas faire un commentaire beaucoup plus... Soro Djabiga, aujourd'hui c'est Damana Picasse. Actuellement, puisqu'on ne peut pas dire hier, actuellement, il y a ce contentieux entre Valérie Yapo et Tidjane Thiam. Est-ce qu'il y a un recours abusif à la justice dans cette période de tumulte préélectoral?
Et il faut noter aussi que ce sont les deux grands leaders de l'opposition qui sont frappés par ces procédures judiciaires-là. On a Laurent Gbagbo n'est pas directement concerné. J'ai parlé des deux grandes formations politiques. J'ai pas indexé. Vous avez dit les deux grands leaders. Ok, les deux grandes formations politiques de l'opposition qui sont indexées par ces procédures-là. Voilà pourquoi, moi je laisse cela à l'appréciation du grand public, mais il faut inviter le gouvernement à apaiser la situation en essayant d'intervenir, parce qu'on ne peut pas aller aussi à une réconciliation. C'est vrai qu'on le dit, il n'y a pas de réconciliation sans vérité, il n'y a pas de réconciliation sans justice, mais il n'y a pas aussi de réconciliation sans consensus. Bon, il est important. C'est un citoyen comme tout autre. Oui, là j'interpelle le gouvernement. Valérie Yabo non plus. Bon. Oui, j'interpelle maintenant le gouvernement parce qu'il dit appareil judiciaire parle du gouvernement. C'est vrai qu'il y a une procédure nous sommes dans un pays de séparation des pouvoirs, mais on sait également aussi que le président de la République bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire pour pouvoir intervenir dans ce cas de situation-là. La situation est très sensible. Le PPAC et le PDCI sont deux grands partis. Et voir que ces deux partis-là vivent ce genre de situation, c'est un peu compliqué et ça pourrait perturber le processus électoral qui nous l'est déjà avec le contentieux qui est dénoncé. Les judiciaires, il y en a en France, il y en a aux États-Unis, oui, il y en a même en Turquie. Comparaison n'est pas raison. On connaît que le site électoral de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est un homme politique, on se dit qu'on a l'immunité judiciaire. Personne ne bénéficie de l'immunité judiciaire. Donc, si après on tient des propos qu'un individu estime qu'elle tenir compte du contexte aussi, à quel moment parce qu'il y a un contexte électoral qui se profile à l'horizon, je peux me permettre de raconter tout et n'importe quoi. Donc vous avez voulu que Damana Picasse dise autre chose que ce qu'il pensait ou ce qui serait vrai pour lui. Il a dit ce qu'il pensait être vrai. Parce que sur un plateau de télévision, comment répondre à une question directe pour ne pas être accusé de faire du faux fuyant dans le même temps. Voilà. C'est peut-être à la chaîne de calibrer un peu ces questions pour ne pas réveiller les vieux démons. Second sujet de notre émission, présidentielle 2025, Jean-Luc Billon, candidat coûte que coûte. Ce mercredi, 16 avril, s'est ouvert la convention élective du PDC-RDA pour le choix de son candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Il n'y a aucun suspense là-dessus. Tidjane Cham était le seul en lice. Et là, visiblement, d'après les retours que nous avons des urnes, le taux de participation avoisine les 98%, ce qui est énorme. Et il serait sorti avec au moins 95, voire beaucoup plus que cela, de voix de militants qui ont porté leur choix sur sa personne. Alors, dans le même temps, on a un Jean-Luc Billon, également membre du bureau politique du PDC-RDA, qui tient coûte que coûte à se présenter. Il n'a pas voulu aller confronter Cham dans les urnes, se mesurer à lui au sein de l'appareil politique du PDC-RDA. Il a ses raisons. Toujours est-il que Cham aujourd'hui est confirmé dans sa poursuite de candidat du parti. Alors, Jean-Richard Nguessan, je vais aller avec vous. Quelles sont selon vous les chances de Jean-Luc Billon, qui certainement ira en indépendant? Est-ce qu'on peut parler de véritables chances pour Jean-Louis Billon? On l'a dit à maintes reprises ici, Jean-Louis Billon, c'est un enfant des élections. Sa première élection, sa première victoire des élections remonte à 2001, notamment à la mairie de Dabakala. Ensuite, il a enchaîné les victoires, que ce soit à la présidence du conseil régional. On se rappelle qu'il y a de cela quelques années, il a battu le RHDP dans sa circonscription également. Donc, c'est quelqu'un qui connaît plus ou moins l'univers électoral. Mais sans l'appui du PDC, qui, pour ma part, reste un parti fort, un parti qui a une assise nationale, il serait, pour ma part, assez difficile pour Jean-Louis Billon d'apporter ou de s'affirmer véritablement. Parce que quoi qu'on dise, en dépit des procédures judiciaires contre le président Cham, aujourd'hui, force est de constater que c'est un personnage qui plaît. Aujourd'hui, il a donné de la vitalité au PDC-RDA. Vous avez évoqué à l'instant des chiffres. Je pense que la classe politique ou la base électorale au niveau du PDCI c'est une classe qui porte aujourd'hui Tidjane Cham, et je pense que Billon, sans le PDCI-RDA, ça sera assez difficile pour lui. Je pense pour ma part que le véritable challenger de Alassane Ouattara sera si Cham éventuellement est présent sur la liste électorale et s'il n'y a pas tous ces débats judiciaires, il sera le véritable challenger du président Alassane Ouattara. Billon éventuellement candidat sérieux à la présidentielle en tant qu'indépendant? Oui, c'est une éventualité. Mais moi je pense que Billon veut s'imposer aujourd'hui au sein du PDCI. Une éventualité, mais est-ce qu'il peut être un candidat sérieux?
je vais chuter par là. Voilà, donc je disais que Bion veut s'imposer aujourd'hui au sein du PDCI comme une alternative. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que Tidjane Thiam est frappé par une procédure au niveau de son certificat de nationalité. On ne sait pas encore s'il sera confirmé ou non, ou retiré de la liste électorale. C'est un peu compliqué. Donc Jean-Luc Bion aujourd'hui essaie de jouer cette carte-là et de s'imposer comme une alternative au sein du parti. Mais ici, il est mal pris. Il s'est attaqué à tous les collaborateurs de Jean-Luc, de Tidjane Thiam, à les 30 ans de repos. Il a fait des sorties médiatiques qui fragilisaient quelque peu le parti. Donc aujourd'hui, à défaut même de Tidjane Thiam, je dis bien à défaut, je ne pense pas qu'il serait vraiment l'alternative que les gens du parti vont envisager. Il n'a aucune chance de... Mais aucune, je l'ai dit sur ce plateau ici, que Jean-Luc Bion, à un moment donné, ramait sur ses sorties médiatiques et sur le mythe qui planait autour de son profil, et notamment son poids politique et social en Côte d'Ivoire. C'est sur cela qu'il ramait pour pouvoir faire ses sorties et déranger un peu le parti. Mais j'ai bien dit sur ce plateau ici que Jean-Luc Bion n'allait jamais oser affronter Thiam à la convention parce que ça allait révéler son véritable poids politique. Et aujourd'hui, on a vu le pourcentage le taux de participation qui est très fort, impressionnant. Et imaginez-vous Jean-Luc Bion dans cette confrontation-là. Ça allait être une humiliation. Jean-Luc Bion, c'est quelqu'un qui est très futé. Il a fui la confrontation, c'est le mot. Il n'est pas fort, il a fui la... Non, je pense qu'il a fui la confrontation. Il n'a pas voulu affronter. C'est peut-être violent. C'est violent, hein? Dans tous les cas, qui a, quoi qu'on dise, qui a un excellent parcours et c'est un homme qui c'est un homme qui s'est toujours battu et je pense que déjà en 2020 il avait voulu se présenter face au président Bédier. Donc le président Thiam a ouvert le jeu démocratique. Il a allégé tous ceux qui étaient frappés par des sanctions au sein du parti. Depuis Bédier, il a présidentiel, mais visiblement on a quelqu'un qui ne partage pas votre avis. Votre lecture, André Abi, qui est aussi un confrère et qu'on connaît quand même bien dans cette émission. Et pour lui, il estime que quand même Jean-Luc Bion peut de façon légitime espérer inquiéter, quand même, en tout cas au moins bousculer un peu les débats lors de la présidentielle, même si éventuellement le chef de l'État sortant venait à se présenter. On va l'écouter. Bonsoir à tous, je suis André Abi, journaliste présentateur à la RTI. Et là, je réponds à la question sur la candidature de Jean-Luc Bion aux élections présidentielles en tant que candidat indépendant. Est-ce qu'il a une chance de pouvoir briguer la magistrature suprême? Je pense que oui. Jean-Luc Bion, c'est une figure de proue du paysage politique ivoirien. C'est vrai qu'il a très longtemps, et je pense que c'est aussi difficile de pouvoir se départir de sa formation politique initiale, celle qui nous a vu grandir, qui nous a vu faire nos premières actions politiques et tout. Mais ma foi, je pense qu'il a quand même des atouts pour lui. Il est très aimé, des populations, notamment celui à Dabakala, où il a entrepris depuis quelque temps déjà quelques meetings, quelques rencontres franches avec ces populations-là, donc chez lui, à Dabakala, et un peu partout, notamment. Donc, il mène en fait une politique, on va dire, de proximité avec justement les populations, parce qu'il a compris qu'effectivement, il faut être beaucoup plus proche des populations, savoir leurs besoins, se montrer qu'on est avec eux, qu'on comprend leurs besoins et qu'on est prêt justement à les accompagner dans la satisfaction de ces différents besoins. Donc je pense que son contact physique et cette posture d'être proche des populations, c'est quand même un atout pour lui. Et puis bien sûr, on n'oublie pas l'homme d'affaires qu'il est. D'autres disent que être financier, être économiste peut aider, pourquoi pas, des fois dans sa gestion, dans une gestion lorsqu'on est au sommet de l'État. Mais je pense que oui, dans ce cas, quand on est aussi homme d'affaires, on a cette façon de savoir gérer, manager, et je pense qu'il a également ça pour lui dans son profil. Donc oui, pour moi, il a toutes ses chances en tant qu'indépendant. Jean-Luc Bion, qui a sa façon à lui, ou qui a comme atout notamment son expérience managériale. En cours de journée, on a eu le témoignage d'Aka Maxime, qui est membre du bureau politique du PDCRDA, collaborateur assez proche du président Thiam, qui est actuellement dans le Nord où il supervise les élections en interne au PDCRDA. On va l'écouter en quelques secondes, qui nous situait sur l'atmosphère qui prévalait. Visiblement, les choses se passaient très bien. Je suis Maxime Aka, membre du bureau politique
adjoint au maire PDCI de la commune de Port-Boué. Je suis actuellement dans le Worodougou, précisément à Séguila pour les élections du président Tidjane Thiam dans le cadre de la convention éclatée. Les résultats obtenus ici sont autour de 98,07%. Cela, et selon les tendances que je viens d'avoir, il y a déjà 14 heures, un peu sur le territoire, les résultats dans leur immense majorité vont tourner autour de 97 à 98%. Montrant ainsi que nous sommes passés de 96% lors de l'élection du président du parti à 98%. Aka Maxime, qui est scrutateur au niveau du Worodougou, vient de nous confirmer justement que le taux de participation a été énorme, pour ne pas dire énormissime, pour faire de la redondance. Est-ce que, comme le pense Soro Djabika, Jean-Luc Billon avait compris très tôt que les dés étaient pipés et qu'il n'avait aucune chance pour lui, au niveau des élections, de rivaliser avec Tidjane Thiam? Ah oui, je pense. Et puis au-delà de cet aspect, il faut dire que depuis 2 ans, le PDCI subit, selon certains militants, des intimidations. Les procédures judiciaires au niveau du parti s'enchaînent, ce qui est aussi à favoriser le réveil de la base militante. Et je pense que c'est une belle stratégie, cette convention éclatée. Ça permet au bureau politique, ça permet au cadre du parti d'être à côté des militants, de jauger la chaleur militante. Et je pense aussi ça pour remobiliser la base. Je pense que c'est une belle chose. Et puis vous savez, depuis l'avènement de Tidjane Thiam, il y a comme un regain de vitalité. Beaucoup prédisaient la pète du PDCI RDA avec la mort du président Bédié. Mais je pense que Tidjane Thiam apporte un certain renouveau. Il gagnerait en dépit du score russe qu'il aura, de colmater les brèches, de se rapprocher de Jean-Louis Billon, qui pour ma part reste quand même un personnage assez emblématique du champ politique en Côte d'Ivoire. On connaît son parcours, on connaît son histoire. Et puis, j'aime sa posture actuelle. C'est vrai que par moments, il a fustigé le parti, il a traité certaines personnes de ropéros, mais de plus en plus, il a des paroles de sagesse, de plus en plus il appelle à la réconciliation, de plus en plus il a un discours apaisé. J'espère véritablement que le président Thiam va tenir compte de ce discours-là et se rapprocher de ce personnage qui bat une campagne assez soft. Il va dans les quartiers, il rencontre des associations de femmes, des associations de jeunesse. Je pense que cette proximité aussi peut valoir à Jean-Louis Billon, la culture démocratique de la Côte d'Ivoire. Au regard de cet aspect-là, je pense qu'il est de plus en plus proche des populations. Je l'ai vu à Yopougon, au marché de Selmer. Je l'ai vu avec certains jeunes dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Je pense que cette posture-là peut permettre à l'homme de jouer en sa faveur notamment. Jean-Luc Billon, qui est en Côte d'Ivoire depuis pratiquement toujours, cela fait quand même plus de 10 ans qu'il est constamment présent aux côtés du président Henri Konan Bédié, qui, après Oufoué-Boigny, a été le second dirigeant du PDCI RDA. Tidjane Thiam, qui part depuis le coup d'État de 99, donc depuis décembre 99, que beaucoup n'ont pas connu, mais sur le terrain, les militants semblent ne pas avoir fait dans la dentelle. Tout de suite, leur choix s'est porté sur le second venu, qu'on ne connaissait pas, qu'on dit non populaire, qu'on dit un peu arriviste. Qu'est-ce qui a milité en faveur de Thiam par rapport à Jean-Luc Billon dans la balance? Il y a un élément qui a milité en faveur de Tidjane Thiam, c'est la culture démocratique et électorale des Ivoiriens. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, les gens votent les partis politiques. Ils ne votent pas le programme ou ils ne votent pas le visage. Ils votent parti politique. Donc aujourd'hui, si c'est Tidjane Thiam qui incarne le parti politique, si c'est lui qui est le président du parti, il va s'en dire qu'il va glaner tout le monde du parti politique autour de son profil. Arrivé à sa présidence, je veux dire que qu'est-ce qui fait que, alors que Jean-Luc Billon manifeste depuis très longtemps des velléités de candidature, même au niveau de la présidence du parti, mais pourquoi est-ce que celui qui est présent sur le terrain, qui est aux côtés des populations depuis toujours, qui est perçu comme l'un des plus grands financiers du PDCI RDA, soit pratiquement mis à l'écart par la base militante au profit de Landgriffe, l'arriviste? Mais il y a plusieurs symboles qui ont joué en faveur de Tidjane Thiam. Il y a d'abord sa filiation avec l'ex-président, le père fondateur de la Côte d'Ivoire.
Vous voyez un peu l'affiliation. Tidjane Thiam est le petit-fils du président, le petit-fils voilà, du président Houphouët. Et cela a beaucoup joué en sa faveur. Il y a aussi les postes qu'il a occupés en Côte d'Ivoire, les postes stratégiques qu'il a occupés en Côte d'Ivoire avant d'aller en Europe. Ces éléments ont joué en sa faveur. Il y a également les actions qu'il a pu mener, les actions stratégiques qu'il a pu mener en faveur du développement. Parce que lorsqu'il était en fonction, Tidjane Thiam a posé beaucoup d'actions aujourd'hui qui continuent de bénéficier à tous les Ivoiriens. En tant que ministre du Plan et Développement, en tant que aussi DG du BNet, et on continue de ramer, on continue de bénéficier de toutes ces actions-là. Voici ces passifs-là qui ont profité à Tidjane Thiam, qui ont favorisé son entrée sur la scène politique ivoirienne. Mais je disais aussi que maintenant qu'il est président du parti, il bénéficie de tout le soutien du parti, parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens votent des partis politiques, ils ne votent pas des programmes. Malheureusement, on n'a pas encore atteint cette maturité démocratique et électorale. Mais il faut évoquer aussi la fibre ethnique aussi qui, pour ma part, a prévalu. Quoi qu'on dise. Il faut oublier que les partis politiques sont liés aux tribus, à des passions. Et surtout, il y a cela quelques jours, on a été surpris par, certains même ont été choqués des propos du ministre Bombé, qui est sous la tombe du président Félix Houphouët-Boigny, revenait sur un pan. D'où l'affiliation qu'évoquait Soro Djabiga, petit-fils d'Houphouët-Boigny, mais il a de façon légitime droit à poursuivre la gestion du parti. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a de la frustration aussi, quoi qu'on dise, du côté peut-être du candidat Bion. Parce que figurez-vous qu'en 2017, il faisait partie du gouvernement, ministre du Commerce, et en 2017, il décide de quitter le gouvernement et de revenir au PDC RDA. Et à cette époque-là, même, on se rappelle qu'il sera le porte-parole du parti. Et il estimait qu'il était celui qui était plus ou moins légitime par rapport à son engagement, par rapport, il a donné de son argent, de sa personne, de sa présence pour le parti. Et certains, peut-être comme Bion, ont estimé que Thiam, il le considère comme un parvenu, quelqu'un qui est resté longtemps à l'extérieur et qui vient comme un cheveu sous la soupe pour répondre le parti, alors que certaines personnes se sont battues. On va passer au troisième sujet, celui donc des panels sur TikTok, qui deviennent des foires à règlement de compte sur fond de vengeance ethniciste. On a une vidéo dont on va vous faire passer un court extrait, parce que l'entendre intégralement, c'est difficile à supporter. Et là, on entend des propos vraiment inquiétants pour la suite, quand on sait que nous approchons d'une élection présidentielle très sensible, où les tensions avec la mise à l'écart de certains candidats, et non pas des moindres, risquent de peser vraiment lourd. Nous devons nous venger. Mais précisez alors que non, écoute-moi. Parce que nous, on ne doit pas préciser. Si tu ne sais pas dans la rébellion, tu seras épargné. Nous, on n'est pas là pour préciser, nous, on n'a pas le temps. Mais comment les gens qui vous écoutent sont toujours avant vous nous, on n'est pas ici pour que les gens nous plaisent. Nous, on n'est pas ici pour les gens. Nous, on veut les Bousmani. Notre parti politique, là, c'est les Bousmani. On veut pas. Non, les gars, ils ne pensent pas de vous là. Ils ne pensent pas de vous là. C'est notre tribune. On s'en fout de ça. Voilà. C'est le nord contre le sud. C'est le nord contre l'ouest. On va les massacrer. Nous, on veut les Bousmani dans le PPACI. Vous allez massacrer. On va les massacrer. C'est les musulmans, nous, les chrétiens. On veut voir un chrétien là. On va brûler le pays là. On va brûler le pays. Jean-Richard Nguessan, quand vous entendez ces propos, vous, en tant qu'Ivoirien d'abord, ensuite, être humain, quelles sont vos impressions? Je retiens deux choses, c'est que on n'est pas suffisamment mieux pour la démocratie. La démocratie, pour ma part, qui est un jeu, mais en Côte d'Ivoire, lorsque les élections approchent, on sent perdre tout bon sens. Et c'est dommage. Quand vous écoutez de tels propos, d'une telle gravité, je me dis qu'on n'a véritablement pas tiré les leçons de 2010, de ce que la Côte d'Ivoire a subi en 2010. Et c'est dommage. Moi, j'en appelle véritablement à la conscience des uns et des autres. Et j'en appelle également aux partis politiques, notamment que ce soit le PPACI, le PDC ou encore le RHDP, d'être dans une posture d'apaisement. Et on est dans une période assez délicate de l'histoire de notre pays. J'estime que les leaders politiques gagneraient à éduquer leur base militante et surtout à inviter les Ivoiriens à un peu plus d'humanisme et du sens du langage, de retenue surtout. Soro Djabiga, est-ce qu'on est en train de vivre les conséquences des crises successives de
98 jusqu'à 2000, de 2010 et de 2020, où on a assisté malheureusement à des affrontements interethniques avec leur lot de dérapages. Oui, on revit ces moments avec d'autres innovations. Vous savez, l'essor des panels politiques sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, révèle une nouvelle tendance qui est la mobilisation numérique et la radicalisation des discours. Aujourd'hui, grâce à, je dirais malheureusement, grâce à ces éléments-là, grâce à ces facteurs-là, chacun de nous peut rester derrière son téléphone, depuis son bureau ou à la maison et raconter tout. Vous savez, aujourd'hui, les panels sur TikTok sont devenus comme des tribunaux, hein. Sont devenus comme des tribunaux et des gens ont des discours binaires là-bas où on confronte aujourd'hui la justice contre l'injustice, l'opprimé contre l'oppresseur et ça continue de cristalliser les frustrations et sur fond de vengeance pendant la période de l'élection présidentielle de 2025. Et de plus en plus, on entend des jeunes tenir des propos durs, ça fait peur. Tout récemment, c'était le cas de Bob le mannequin, qui, à visage découvert, au moyen des réseaux sociaux, affirmait qu'il a rendu plusieurs Ivoiriens handicapés. Il a avoué cela. Il a dit qu'il a tué plusieurs Ivoiriens. Ça, c'est dans le camp du RAGP. Dans l'autre camp du PPAC aussi, il y a des discours qui sont un peu durs quand même aussi. Vous le disiez hier. Pas forcément du PPAC, parce qu'on n'a pas identifié l'appartenance politique de ceux qui parlent. J'essaie de relativiser, je ne me focalise pas forcément sur la vidéo qu'on a pu voir. J'ai fait une analyse générale. Vous l'avez dit hier, dans le paysage politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a 3 catégories d'hommes politiques ou bien d'acteurs politiques. Il y a les radicaux, il y a les modérés et il y a les bellicistes. Ça, c'était ton... Et voilà, voilà. Et malheureusement, ce sont les bellicistes aujourd'hui qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux et qui créent tous ces dommages-là. Et ça fait... Voilà. Et ce qui est dommage, c'est que aujourd'hui, tout le monde a accès aux réseaux sociaux. Vous savez, déjà en 2010, les réseaux sociaux n'avaient pas un tel impact. TikTok n'était pas là et Facebook n'avait pas ce développement qu'on lui connaît aujourd'hui. Minimiser les dégâts. Malgré ça, on a vécu quand même des milliers de morts. On a vécu des milliers de morts et aujourd'hui, lorsqu'on entend certaines personnes, tu as l'impression qu'on est dans une autre Côte d'Ivoire où celui du Nord ne doit pas manger avec celui du Sud ou celui du Sud. De façon objective, est-ce qu'on peut être surpris? On sait tous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand même déjà dans les années 90. On se souvient des affrontements post-électoraux en l'an 2000. On se souvient de ce qui s'est passé en 2010, 2011 et tout récemment en 2020. C'était les mêmes choses qu'on revivait. Est-ce qu'on peut être surpris pour quelqu'un qui a vécu en Côte d'Ivoire toutes ces années, qui connaît la Côte d'Ivoire? D'où la nécessité d'être dans la prévention et d'appeler au discours responsable, non seulement de toutes ces personnes qui sont sur les panels, mais aussi de nos hommes politiques. Parce que s'il y a un apaisement au niveau de la classe politique, au niveau des décideurs politiques, j'estime qu'au niveau de la base, les choses vont aller pour le mieux. Comme Jean-Richard Nguesson est en train de le dire, est-ce que finalement ce n'est pas au niveau des acteurs politiques de rééduquer leurs militants et de les amener à l'apaisement? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dispositions à prendre? On parlait tout à l'heure, sinon plusieurs fois on revient là-dessus, des gestes salutaires que peuvent faire certains acteurs clés comme le chef de l'État pour éviter d'exacerber les tensions et que quelqu'un dise mais mon candidat n'est pas retenu, c'est parce que tel groupe ethnique veut prédominer sur l'autre. Finalement, la clé ne se trouve-t-elle pas entre les mains de l'exécutif? Non, pas forcément l'exécutif. J'aime à le dire, l'un des corollaires de la je peux dire premièrement. Oui, premièrement, merci. J'aime à le dire, l'un des corollaires de la démocratie, c'est aussi le sens de la responsabilité. Ici, nous appelons à la responsabilité collective, qui est transversale. Ça prend en compte tous les acteurs politiques, les influenceurs politiques, les hommes de Dieu, toutes les couches sociales. Il faut interpeller toutes ces couches-là à l'effet de tenir, d'attendrir le discours, d'apaiser la situation. Les chapelles politiques regroupent du monde. Chaque chapelle politique aujourd'hui a un grand nombre d'acteurs, de jeunes. Vous savez que le paysage politique regroupe plusieurs jeunes. La Côte d'Ivoire est composée de 77,5% de jeunes. Donc ce sont les jeunes qui sont les plus majoritaires et c'est eux qui ont plus de fougue. Donc c'est à eux qu'il faut tenir ce discours-là de paix,
de sensibilisation à l'effet de calmer les choses et apaiser la situation. Mais il n'y a pas que ça, il y a les actions concrètes qu'il faut poser. Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'au niveau des grandes chapelles politiques et au niveau des grandes instances, il y a des blocages, notamment au niveau de Laurent Gbagbo, de Tidjane Thiam, de Blé Goudé, de Guillaume Soro. Il y a autant de problèmes qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir discuter. Parce que ces jeunes qui débattent sur les réseaux sociaux aussi, notamment sur TikTok, ce sont des jeunes qui appartiennent à des partis politiques et qui défendent les causes de leurs différents leaders politiques. Donc je pense que le problème est d'abord endogène. Ça vient d'abord des différents leaders et des différents acteurs politiques. Après eux, maintenant, on va toucher maintenant sur le terrain des jeunes et dans les différentes bases. C'est en cela que moi je condamnais d'entrée de jeu les propos d'Amana Picasse. Je dis on est dans une phase, on est dans une période assez délicate où chacun se braque, où les postures se braquent. Et cette période-là n'est pas, pour ma part, assez propice pour mettre de l'huile sur le feu. On est dans une période où le discours doit être responsable. Donc, on est dans une période. On est dans une période où j'estime qu'on se pose quand même. Aujourd'hui, figurons-nous que l'on aille aux élections et que les tensions perdurent justement au niveau des candidatures qui sont écartées. Laurent Gbagbo n'est pas candidat, Thiam ne l'est pas, qui d'autre encore, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, tous ne le sont pas. On ne fonce pas tout droit vers le mur comme ça? Vous savez, nous sommes à 6 mois des élections. C'est en cela que moi je n'invite aux religieux, comme Soro le disait à l'instant, aux chefs, aux guides religieux, aux rois. C'est là qu'ils doivent rentrer en selle. Ce n'est pas après. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire, les religieux? Les religieux, non seulement, moi j'ai salué la déclaration de l'Église catholique, mais au-delà de cette déclaration, il faut qu'il y ait de l'action. On parle d'un cas pratique. On vous dit qu'on est à 6 mois de l'élection présidentielle. Ne fions pas les débats. Nous y allons. Le PPACI estime que son candidat, le seul auquel il s'accroche, comme le RHDP, qui s'accroche à son unique profil, en la personne de Lassana Ouattara, le PPACI estime que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Le COGEP estime que Charles Blé Goudé n'y est pas. Le GPS de Guillaume Soro, quoi qu'on dise, il a des partisans en Côte d'Ivoire qui se sentent également lésés parce que leur leader n'est même pas autorisé à rentrer au bercail. Et on a, en fin de compte, le PDC-RDA qui est en ballottage parce qu'on estime que Thiam peut du jour au lendemain être mis à l'écart. Quel que soit ce que les leaders religieux peuvent dire, est-ce que cela peut atténuer les velléités de révolte ou de colère? Est-ce que finalement la balle n'est pas un peu plus dans le camp du pouvoir en place pour se dire il faut faire le geste qui sauve? Ah oui, on l'espère à 6 mois des élections. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Et depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire est restée ce pays de dialogue sous le président Félix Houphouët-Boigny. Donc moi, je me dis que ne faisons pas l'économie du dialogue. Si tant qu'il y a la possibilité, à quelques mois des élections, d'avoir un dialogue politique, autant y aller. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les positions se braquent. Lorsqu'on écoute les panels TikTok, on a froid dans le dos. Autant autant faire une ouverture du jeu politique et puis celui qui gagne sera le vainqueur pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Dernier mot, Soro Djabika, avant qu'on conclue cette émission. Oui, il est déplorable ce que nous voyons de plus en plus sur les réseaux sociaux avec les panels. Mais je vous le dis, les panels sont devenus de vrais tribunaux. Et je pense que c'est l'occasion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils reflètent malheureusement le sentiment général qui est enfoui dans les cœurs? Oui, il s'agit d'un monde virtuel, mais qui est animé par des acteurs réels, qui manifestent leurs ressentis, qui arrivent à s'exprimer là-bas, contrairement aux restrictions qu'on a dans la société. C'est un espace qui permet à ces jeunes-là de s'exprimer, même si ils s'exposent à des sanctions ou à des arrestations, mais c'est une lucarne qui leur permet de s'exprimer. Et il faut y aller pour pouvoir comprendre la frustration de certains jeunes. Je pense que c'est l'occasion de les écouter et d'apaiser la situation. Jean-Charles Nguessan, 10 comptes. Je pense pour ma part que la sensibilisation doit être de mise parce que nous sommes dans une période assez sensible, quoi qu'on dise. Et moi, j'invite une fois de plus au discours responsable et j'invite aussi les religieux, les rois. Il y a aujourd'hui une chambre des rois en Côte d'Ivoire. Il y a la médiature. Et je pense que c'est une période assez propice pour que ces personnes-là puissent aller à la rencontre des jeunes, organiser des rencontres avec les jeunes pour montrer l'importance du bon ton, surtout en cette période assez sensible de notre histoire.
fin de ce numéro de l'Intelligent Club. On a eu du plaisir à être à votre compagnie. On va se dire au revoir et à demain en espérant revenir sur des sujets un peu moins brûlants quand même. N'est-ce pas? Ah oui. Merci à vous.